En Mésopotamie, les rois sont venus avec la guerre et la justice avec les rois. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors on a vu précédemment comment la civilisation est apparue en Mésopotamie et comment elle a contribué à rendre les choses beaucoup plus aisées pour les populations qui y vivaient avec l'irrigation, avec l'agriculture qui se développe de plus en plus. On va voir comment tout ce mouvement-là, avec à leur tête les prêtres, va finalement converger vers des guerres qui vont éventuellement contribuer à créer la monarchie. Et un aspect fascinant qu'on constate à l'époque de la civilisation mésopotamienne, c'est la création de ce qu'on appelle la cité-État. Qu'est-ce qu'une cité-État? C'est une cité qui constitue un État en elle-même, l'équivalent d'un petit pays. C'est que, en fait, la Mésopotamie est divisée entre plusieurs cités-États qui sont rivales les unes des autres, mais chacune d'elles sont indépendantes politiquement. Avec le temps, il y aura des conquêtes, évidemment, et des empires qui vont se créer, mais la cellule de base de ces empires-là, ça va être la cité-État. Chacune se gouverne elle-même, au moins au plan intérieur. Et ces cités-États qu'on voit en Mésopotamie, on va les retrouver ensuite dans le monde grec et dans le monde romain. Donc, c'est une façon de diviser le territoire qui est toute naturelle et qui va s'imposer aussi dans le monde occidental. Et comment est constituée cette cité-État mésopotamienne? Elle oscille autour de trois pôles, trois centres de base. Alors, il y a le port, il y a également le palais et il y a enfin le temple. Alors, le port est le centre économique de la ville. C'est là qu'il y a trois principales activités économiques, l'artisanat et le commerce. Et d'autre part, c'est un centre aussi d'agriculture parce qu'une bonne partie des récoltes transitent par le port pour être acheminées dans d'autres régions. Alors rappelons-nous que chaque cité a un port parce que chaque cité est située au bord du fleuve, là où se trouve de l'eau. Et donc, le port est le centre économique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le port est très influencé par le palais et par le temple. D'abord, le palais. Le palais, c'est évidemment le palais royal, le centre politique de la ville où réside le roi. Alors, c'est le véritable centre politique et administratif dont le roi est la figure de base. Donc, avec le temps, le roi joue un rôle extrêmement important. Il est le centre du pouvoir. Et de ce fait, le roi va avoir plusieurs responsabilités. Sa première responsabilité, évidemment, est la guerre, la gestion de l'armée. Donc, le palais royal va être le chef-lieu de l'armée. Mais le roi, avec le temps, va également s'occuper de justice. Pourquoi de justice? Pour la simple et bonne raison que c'est le personnage le plus influent dans la cité et de ce fait, il est en mesure de régler, d'arbitrer les différends entre les gens, même les gens les plus importants. Donc, il peut jouer le rôle d'arbitre. Alors, avec le temps, le roi va finir par gagner ce pouvoir de justice, cette responsabilité de justice. Et comme c'est lui qui s'occupe de la justice, éventuellement, on va finir par lui confier également l'appareil législatif. Alors, avec le temps, ce sont les rois qui vont s'occuper de faire les lois. Alors, donc, ça fait déjà beaucoup de fonctions, donc fonction militaire, fonction de justice, fonction législative, c'est également lui qui s'occupe de l'administration de la ville. Et d'autre part, c'est lui aussi qui s'occupe des grands travaux. Lorsque la ville a besoin d'un nouveau port ou d'augmenter le port qui existe déjà, ou si la cité a besoin de nouveaux remparts pour se protéger de ses ennemis ou de nouvelles routes pour faire circuler l'armée ou les caravanes de marchands, ces responsabilités, ces coûts vont incomber au roi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme le plus riche du royaume d'une part, et d'autre part, c'est lui qui en bénéficie le plus parce qu'évidemment, comme il a une activité économique importante, parce que c'est le plus grand propriétaire terrien, eh bien, le fait d'augmenter le port va lui bénéficier. Même chose pour les routes. Et de ce fait, peu importe les travaux qu'on va faire, y compris les remparts qui protègent la ville, c'est-à-dire sa ville, c'est le roi qui s'en charge.
Mais il est bon de préciser une chose, c'est que le roi ne sait pas lire. Alors, il aura besoin d'aide pour exercer certaines de ses tâches. Et c'est là qu'intervient le troisième pouvoir en place, le temple. Alors, le temple qui est le centre religieux et intellectuel de la ville. Centre religieux parce qu'évidemment, c'est là qu'ont lieu les cultes, mais également c'est un centre économique aussi parce que les prêtres s'occupent de l'organisation du travail, rappelons-le, depuis leurs origines, depuis le temps où est-ce qu'on leur a confié l'irrigation. Et de ce fait, c'est un lieu d'intense activité économique. Alors, il n'y a pas seulement que le son de la prière et de la contemplation, on entend des coups de marteau et on entend des ouvriers œuvrer à gauche et à droite. Donc, c'est un lieu d'artisanat aussi que le temple. Et qui sont les prêtres? Ben, les prêtres qui forment le clergé sont dans un système très hiérarchisé. Alors, c'est une case fermée d'abord. C'est pas n'importe qui peut devenir prêtre. Alors, ce sont seulement les membres de certaines familles qui peuvent espérer faire partie de la caste des prêtres. Et d'autre part, il y a toute une hiérarchie dont je parlais. Au sommet, il y a le grand prêtre qui ne s'en remet qu'au roi lui-même. Mais en dessous, il y a des prêtres administrateurs, d'autres qui s'occupent des cérémonies principales. Ça va jusqu'aux prêtres subalternes qui ne sont pas très instruits, mais qui s'occupent de tuer les bêtes qu'on sacrifie aux dieux. Et comme les prêtres sont les intellectuels de cette époque et que ce sont eux qui ont inventé l'écriture, un secret qu'ils protègent jalousement dans les premiers temps, eh bien, ce sont eux qui vont jouer un rôle important dans l'administration et dans l'écriture. J'ai rappelé tout à l'heure que le roi ne savait ni lire ni écrire, alors il ne pourra se passer des prêtres pour exercer ses fonctions. Les prêtres qui vont venir l'assister de leurs conseils et de leur talent en écriture pour rédiger les lois, consigner les décisions de justice et administrer les biens du royaume. Alors, on a comme une symbiose qui va se créer entre le roi et les prêtres. Les prêtres ont besoin de la protection du roi, protection militaire entre autres, alors que le roi a besoin du savoir des prêtres. Alors voilà à quoi ressemblait la structure de la société sumérienne. Cette société sumérienne va éventuellement s'effondrer suite à des guerres pour laisser la place à une autre force, à d'autres empires. En fait, les empires vont se succéder les uns les autres. Il y aura l'empire d'Akkad et ensuite il y a l'empire de Babylone et il y en aura d'autres ensuite, hein, donc les Assyriens, les Néo-Babyloniens, etc. Ce qu'il faut retenir de tous ces empires, c'est que dans la civilisation mésopotamienne, de façon générale, la structure va rester la même. Le système d'écriture va rester le même et les envahisseurs qui vont arriver dans la région vont avoir tendance à emprunter les usages locaux et à les perpétuer. Ce qui nous amène à l'un de ces empires, l'empire de Babylone, qui s'étendra de façon considérable pour l'époque et qui aura parmi ses rois l'un d'entre eux qu'on va appeler Hammurabi. Alors, le roi Hammurabi est connu dans l'histoire pour deux éléments essentiels. D'abord, il a été un grand conquérant. Alors, il a conquis une bonne partie de la Babylonie, mais c'est pas ça qui manque les conquérants à l'époque. Pourquoi on se souvient tout particulièrement d'Hammurabi? C'est surtout en raison du code de loi qui va porter son nom, le code d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi est l'un des premiers codes de loi connus et parmi les plus anciens, c'est le plus complet. Il a été découvert en l'an 1900 par des fouilles françaises dans la ville de Suse, donc une ancienne ville de la Mésopotamie et de l'Empire de Babylone. Et en fait, le code est consigné sur une grande pierre d'environ 2,5 mètres de hauteur en basalte noir. Et cette pierre, qu'on appelle une stèle, est surmontée par une sculpture représentant Hammurabi, debout devant le dieu du soleil de la Mésopotamie, le dieu Shamash, qui était aussi le dieu de la justice. Pourquoi Shamash était considéré comme le dieu de la justice? Tout simplement parce qu'on considérait que le soleil était l'astre le plus haut dans le ciel et que donc le dieu du soleil voyait tout ce qui se passait sur la terre. Donc, il était le dieu le plus à même de démêler le vrai du faux. Il était le plus à même de s'occuper de la justice. Il savait qui disait vrai, qui disait faux et il pouvait rendre un jugement en conséquence.
Alors, qu'est-ce que ça signifie de voir Hammurabi debout face au dieu Shamash, qu'on reconnaît ici par sa grandeur colossale, par le fait qu'il est assis sur un trône et qu'il porte en main le sceptre, symbole de son pouvoir? Eh bien, ce qu'on veut signifier par cette image, c'est que le roi Hammurabi a obtenu du Dieu lui-même les lois qui sont promulguées sur cette pierre. Et pourquoi on veut prétendre que les lois d'Hammurabi proviennent du dieu Shamash? C'est pour leur donner davantage d'autorité. Alors évidemment, tout le monde n'est pas toujours d'accord avec la loi. De nos jours, comme elles sont votées par des gens qu'on a élus au pouvoir, eh bien, ça leur donne déjà une certaine légitimité. Mais qu'est-ce qui justifie le pouvoir d'Hammurabi ou de n'importe quel autre roi, à part le fait qu'il soit puissant? Est-ce que ça signifie que ces lois sont sages et justes? Alors évidemment, pour justifier ces lois-là, pour leur donner davantage d'autorité, si on prétend qu'elles viennent des dieux, on leur donne davantage de force. Mais le fait de prétendre que les lois viennent de Dieu est un argument à double tranchant. D'une part, ça leur donne plus d'autorité, mais au moment où est-ce qu'on doit les changer parce que la société a changé, ça devient beaucoup plus difficile de les changer et de prétendre que Dieu s'était trompé au départ et qu'il faut à nouveau changer les lois. Alors, le fait de prétendre que les lois viennent de Dieu, que ce sont les lois d'origine sacrée, des lois d'origine divine, ça va leur donner un caractère permanent qui n'est pas toujours souhaitable. Alors, qu'est-ce qui figure sur le Code d'Hammurabi? Ça commence d'abord par une introduction dans laquelle d'abord on nous présente le roi et les hauts faits du roi, ses principaux mérites et le fait que ces lois sont d'origine divine. Et d'autre part, on nous fait part des motivations qui ont fait graver ces lois. Alors, le roi prétend qu'il veut faire en sorte que le fort n'opprime pas le faible. Alors, les lois existent pour protéger les faibles, ce qui est le sens de la justice d'ailleurs. Les forts peuvent déjà se défendre eux-mêmes, ce sont les faibles qui ont besoin de protection, d'où la justice, d'où les lois. Et après viennent les décisions de justice elles-mêmes qui sont présentées sous la forme de 282 articles. Et le texte de la stèle se conclut par un bref épilogue, encore à la gloire d'Hammurabi. On constate par la même occasion que le code d'Hammurabi est en même temps un objet de propagande pour montrer les mérites du roi. Alors il veut montrer à la postérité qu'il a joué son rôle de roi. Rappelons-nous qu'une des fonctions du roi, c'est d'exercer la justice. Et Hammurabi prétend l'avoir fait mieux que quiconque. Alors, il semblerait que ce code d'Hammurabi soit davantage une collection de décrets et de décisions du roi plutôt qu'un véritable code complet. D'abord, le code est aussi désorganisé que possible. Alors, les lois de nos jours sont consignées de façon très ordonnée, alors que les lois ici figurent dans un désordre complet et on saute souvent du coq à l'âne. Et d'autre part, le code d'Hammurabi est inspiré par une des plus anciennes lois qui existent, la loi du talion. Qu'est-ce que la loi du talion? C'est le principe de œil pour œil, dent pour dent. Alors, si tu as crevé l'œil de ton voisin, on te crèvera l'œil à ton tour. Ou si tu as cassé la dent de ton voisin, on pourrait te casser la dent à ton tour. Ça peut sembler cruel, mais il s'agit ici de punition maximale. Et de nos jours, la loi du talion est tombée en désuétude, évidemment, mais pour l'époque, elle était une importante amélioration par rapport à la plus ancienne loi qui existait auparavant, la loi de la vendetta, de la vengeance. Alors, dans les sociétés préhistoriques, on procédait à la vengeance. On se vengeait des actes qui avaient été perpétrés contre nous. Le problème dans tout ça, c'est que lorsqu'on se venge, on s'expose à ce que l'autre se venge de notre vengeance. Alors, avec la loi du talion, donc qui est présente dans le code d'Hammurabi, on amène un frein à cette escalade de la violence parce que dans le fond, on impose une fin à cette violence. Alors, quelqu'un a commis un crime, on le punit. Cette punition est décidée par les autorités supérieures, par le roi ultimement, et suite à ça, donc, c'est terminé. Il n'y aura pas de vengeance qui va poursuivre le cycle de la violence. Mais la loi du talion existait avant le code d'Hammurabi. Et de ce fait, il existe aussi certains principes de droit qui ne suivent pas la loi du talion. Notamment, on assiste aux premières peines alternatives, comme la prison, par exemple, ou des amendes. Donc, ce n'est pas toujours la loi du talion qui est appliquée ici.
Alors, les différents articles du Code d'Hammurabi fixent les différentes règles de la vie courante chez les Mésopotamiens. Alors, les lois qui sont rassemblées touchent aux rapports qui unissent les groupes sociaux, la famille, l'armée, la vie religieuse et la vie économique. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'idée générale ni de concept abstrait dans le Code d'Hammurabi. Ce sont toujours des situations extrêmement précises qui sont exposées. Et ce qui est intéressant pour l'historien, c'est que ça nous en apprend beaucoup sur la société mésopotamienne. C'est grâce au Code d'Hammurabi qu'on a su, entre autres, qu'il y avait différentes classes sociales, celles que j'ai évoquées au début. Alors, et ces différentes classes sociales ne sont pas punies de la même façon pour les mêmes crimes. Alors, on voit que c'est une société hautement inégalitaire. Et plusieurs principes de droit sont présents dès le Code d'Hammurabi, comme certains exemples de protection sociale, parce qu'il existe certaines lois pour protéger les esclaves. Certaines lois vont concerner le prix de certaines denrées, comme le prix du blé. D'autres vont fixer le salaire de certains métiers. Et il y a certains principes comme la responsabilité professionnelle qui sont présents dans le Code d'Hammurabi. D'autre part, le Code nous renseigne sur le fonctionnement judiciaire de l'époque avec des tribunaux, avec la notion d'appel au roi, donc le roi qui joue le rôle de la Cour suprême dans son propre royaume. Il y a également le principe de l'ordalie, qui est le jugement de Dieu. Quand on n'arrive pas à démêler une histoire, de savoir qui est coupable, qui est innocent, on fait passer aux gens une épreuve sacrée. Et si la personne l'emporte, elle est innocentée, sinon elle est considérée comme coupable. Alors, cette pratique-là va tomber en désuétude ensuite chez les Grecs et chez les Romains, mais elle va revenir au Moyen Âge avec l'épreuve du feu. Le Code d'Hammurabi nous renseigne également sur les punitions, les différentes peines. Ce sont généralement des punitions brutales. Alors, l'amputation de la main, de l'oreille, de la langue ou du sein, la torture, l'empalement, la brûlure et toutes sortes de traitements du même genre. Alors, ça peut sembler extrêmement sévère selon les standards actuels, mais il s'agit d'une justice exemplaire. Exemplaire dans le sens qu'on veut faire un exemple de ces gens qui ont commis des crimes. Alors, regardez ce qui va arriver à la personne qui a commis un crime. On va lui infliger tel ou tel traitement. Alors, le but recherché par ces punitions extrêmement brutales était de décourager les criminels. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce que la Mésopotamie a légué à l'Occident? De nombreuses choses, en fait. Alors, d'abord, le système des cités-États commence en Mésopotamie et on va avoir plus tard des exemples différents, bien sûr, chez les Grecs et chez les Romains. Et certaines cités-États vont exister également au Moyen Âge. Un bel exemple, ça serait Venise. D'autre part, le système d'écriture des Mésopotamiens va avoir une grande postérité. Évidemment, plus tard, l'écriture grecque ou l'écriture romaine vont prendre des formes extrêmement différentes, mais les premiers systèmes d'écriture qui apparaissent en Occident, notamment le linéaire A et le linéaire B chez les anciens Crétois, vont avoir des points en commun avec la Mésopotamie, un peu aussi avec l'Égypte. D'autre part, un autre héritage, pas très constructif celui-là, c'est qu'on voit apparaître déjà en Mésopotamie les premières classes sociales. Alors, ces classes sociales existeront également dans le monde grec, dans le monde romain et dans le monde occidental de façon générale. Également, au niveau des lois, il faut vraiment tenir compte du fait que les lois d'Hammurabi vont avoir une grande postérité. Ça va influencer beaucoup de civilisations du Proche-Orient, mais également l'Occident. D'ailleurs, la découverte du Code d'Hammurabi en 1900 avait eu un grand retentissement chez les historiens parce qu'on croyait auparavant que les plus anciennes lois dans le monde occidental, c'était les lois de Moïse présentes dans la Bible et qui ont influencé considérablement le monde chrétien, qui est la région dominante en Occident. Or, on a constaté en découvrant le Code d'Hammurabi que les lois des Hébreux s'étaient directement inspirées du Code d'Hammurabi à bien des égards. Donc, dans le monde occidental, la base du droit est une base mésopotamienne. D'autre part, on avait constaté brièvement tout à l'heure les liens étroits entre les prêtres et le roi, donc entre l'État et la religion. Ce sont des éléments qu'on va retrouver également en Occident.
On aura l'occasion de le voir dans le cas de Rome, entre autres, et dans le cas du Moyen Âge, avec le rôle important de l'Église catholique. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que certains mythes mésopotamiens, celui du déluge, celui de Gilgamesh, vont influencer durablement certains mythes de l'Occident. Donc, beaucoup d'éléments de l'imaginaire de l'Occident prennent racine dans l'imaginaire mésopotamien. Donc, il est difficile de mesurer l'ampleur de l'influence qu'a eue la civilisation mésopotamienne sur la civilisation occidentale, mais on ne peut que constater qu'elle est majeure, incontournable.